L'enregistrement est en cours et donc on peut commencer tranquillement notre webinaire. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai décidé de vous partager un peu ce que je sais des marchés financiers de l'UEMOA parce que en vrai, c'est vrai que souvent, on a pris l'habitude de parler de la BRVM. Vous allez souvent entendre bourse, marché financier, actions, obligations. Souvent, tout ça, ça peut devenir flou. Donc, si la dernière fois, on a pris soin de bien parler de ce que c'est que la BRVM et de comment est-ce qu'on y investit et tout ça, aujourd'hui, on va se focaliser sur le marché financier dans sa globalité. Voilà. Donc, c'est quoi les marchés financiers? Quand on parle de marché financier, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Donc, pour faire cela, voici le plan que nous allons suivre, en tout cas ce que je trouve pertinent. On va d'abord commencer par une petite définition de ce que c'est que le marché financier. Ensuite, nous allons voir, quand on parle de marché financier en rapport avec la bourse, qu'est-ce que ça représente? Donc, qu'est-ce que la bourse? Hmm. Par rapport au marché financier, qu'est-ce que le marché financier par rapport à la bourse? Après, nous allons voir le marché action, le marché obligataire et puis le MTP. Bon, le MTP, c'est le marché des titres publics. Et puis, si vous voulez investir concrètement, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir investir? Voilà. Donc, ça sera aussi simple que ça. Euh, c'est ce que nous allons voir. Donc, comme chaque fois, j'ai pris l'habitude de le dire, hein. Peut-être en introduction, vous pouvez voir des termes techniques, hein, parce que vous pouvez voir des thèmes techniques parce qu'en fait, bon, voilà, c'est l'introduction. Souvent, il faut mettre des abréviations pour pas faire trop long dans les titres. Mais vous ne devez pas être frayé parce que justement, l'objectif du webinaire, c'est de décortiquer cela. Donc, voilà. On va attaquer le premier point déjà. Donc, qu'est-ce qu'un marché financier? Un marché financier, c'est un lieu où s'effectuent des transactions sur des produits financiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment où vous rencontrez quelqu'un auprès de qui vous achetez un produit financier, c'est-à-dire que vous êtes sur un marché financier. Donc, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que actuellement, la plupart des marchés tendent à se digitaliser. Donc, ce qui fait que vous allez plutôt voir des plateformes digitales, hein. Quand vous prenez par exemple le cas de la BRVM, vous vous connectez sur une plateforme et vous achetez une action. Vous achetez l'action, vous êtes sur un marché financier, sauf que vous êtes derrière votre ordinateur. Voilà. Donc, les marchés financiers, de façon générale, ce sera un lieu où vous allez être capable de pouvoir acheter ou vendre un produit financier. Maintenant, quand on parle de produits financiers, en fait, il faut se rendre compte tout simplement qu'il peut en avoir plusieurs. C'est pourquoi les marchés financiers sont vastes. Donc, bon, c'est pourquoi c'est au pluriel. On ne dit pas un marché financier, on ne dit pas le marché financier, hein. Donc, on a dit les marchés financiers, c'est parce qu'il y en a plusieurs en fonction du produit qui est échangé. Donc, quand on va parler des actions, on sera sur le marché des actions. Quand on va parler des obligations, on sera sur le marché des obligations. Quand on va parler des titres publics, on sera sur le marché des titres publics. Et si vous remarquez bien, à la BRVM, souvent quand on dit Bourse régionale des valeurs mobilières, donc c'est un marché financier, sauf que c'est un marché financier qui est adossé à une bourse, donc c'est un marché boursier. Et là, quand on dit valeur mobilière, c'est une sorte de caractérisation qu'on donne à des types de produits financiers. Donc, je vous ai dit qu'on échange des produits financiers qui sont des actions et des obligations. Donc, les actions et les obligations sont des valeurs mobilières. C'est pour ça qu'on dit Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, la BRVM est un marché financier sur lequel on échange des valeurs mobilières qui sont les actions et les obligations. Maintenant, quand on va basculer de l'autre côté, les titres publics, les marchés des titres publics, pardon, sont des marchés financiers, OK? Donc, sur ces marchés-là, plutôt que d'échanger des valeurs mobilières, ça sera des titres publics. Maintenant, c'est quoi les titres publics? On aura largement l'occasion de les voir aussi dans ce webinaire. Donc, ce qu'il faut retenir de la définition générale des marchés financiers, c'est que quand on parle de marché financier, lorsqu'on a la possibilité d'acheter et de vendre des produits financiers qui peuvent être des actions, des obligations et des titres publics. Voilà. Maintenant, c'est quoi une action? Une action, on en a parlé dans le premier webinaire sur lequel je vais vous ramener si vous avez besoin de comprendre en long et en large. Mais il faut juste retenir que quand vous achetez une action, c'est comme si vous prenez participation au sein de l'entreprise. Vous devenez propriétaire. Une obligation, quand vous achetez, vous prêtez de l'argent à une personne qui en a besoin, une entreprise, un État, une collectivité.
Et les titres publics, ce sont en quelque manière une certaine forme d'obligation, mais qui sont émises de façon générale par les États. Donc, ça va commencer d'abord par les trésors publics. Donc, les trésors publics vont émettre des obligations, des bons, pardon, ce qu'on appelle les bons du trésor. Lorsque c'est sur le court terme, on va avoir aussi des produits qui seront sur le moyen terme et d'autres produits qui seront sur le long terme. Mais dans tous les cas, ces produits-là, en fait, sont des produits qui se rapportent aux États membres de l'UEMOA. Donc, c'est pour ça qu'on parle de titres publics, justement. Et donc, pour le coup, on aura l'occasion d'en parler vu que dans le déroulé du webinaire, on va voir les trois marchés. Voilà. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne la définition des marchés financiers. Donc, marché financier et bourse. Pourquoi il faut faire la distinction? Parce que souvent, et moi-même j'en fais partie, quand les gens parlent de bourse, ils disent la bourse, les marchés financiers, on mélange tout en fait. On met tout dans le même paquet, c'est vrai. Si je veux indiquer la bourse, que je dis le marché financier, je n'ai pas menti parce que la bourse est un marché financier. Mais les marchés financiers ne sont pas nécessairement adossés à une bourse parce qu'il y a un type de marché particulièrement qu'on appelle le marché de gré à gré. Et ce marché-là, il n'est pas nécessairement adossé à une bourse. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'un marché financier, c'est un marché sur lequel on échange des produits financiers. Quelqu'un qui va acheter un produit d'assurance, par exemple. Quand vous achetez un produit d'assurance, vous êtes en train d'acheter un produit financier. Ce produit financier-là, on peut considérer que vous êtes sur un marché financier étant donné que c'est un échange, votre échange a lieu sur un produit financier. Mais vous n'êtes pas nécessairement sur un marché boursier. Voilà. Donc, c'est un peu la distinction que je veux faire. Donc, il faut juste savoir que quand on parle de bourse en général, ça va désigner une plateforme centralisée qu'on va utiliser pour faciliter les échanges sur les marchés financiers. Donc, dans notre cas, nous, on a une bourse qu'on appelle la BRVM qui nous sert de plateforme centralisée pour faciliter les échanges sur les actions, les obligations, bon, et prochainement les produits dérivés. J'ai mis les produits dérivés ici parce qu'en vrai, on n'a pas encore les produits dérivés, mais ça arrive. Mais il y a d'autres bourses où on arrive à échanger les produits dérivés. Donc, les actions des entreprises qui sont cotées, évidemment, les obligations, ce sont les États et les collectivités. Maintenant, les produits dérivés, voilà, je vous ai mis deux exemples, les futurs et les options. Bon, parce que les produits dérivés, c'est quoi? Ce sont des types de produits financiers qui sont un peu complexes et sophistiqués. Je vous prends par exemple le cas des futurs. Les futurs, c'est juste des sortes de contrats, en fait. Donc, l'exemple le plus répandu qu'on a l'habitude de prendre, c'est juste de prendre l'exemple de l'agriculteur qui en fait va au cours de l'année semer, bon, je vais dire, bon, entretenir sa plantation et puis à une certaine période va récolter. Maintenant, au cours de l'année, il se trouve que cet agriculteur, il a besoin souvent d'argent ou de produits pour pouvoir entretenir sa plantation, vu que lui, il n'a pas encore vendu. Donc, avant de vendre sa production, un acheteur peut lui proposer de faire un contrat futur pour dire, bon, je te propose, lorsque tu vas faire ta récolte, d'acheter ton produit à tel prix. Donc, on convient du prix et de la quantité que l'agriculteur devra livrer. Et puis, l'agriculteur peut déjà prendre de l'argent de l'acheteur pour financer en fait l'entretien de sa plantation. Maintenant, ce type de contrat, vu que l'échange n'a pas encore eu lieu, vu que l'acheteur n'est pas encore entré en possession de la marchandise, c'est pour ça qu'on appelle ça les futurs. Donc, en anglais, c'est les futures, OK? Maintenant, voilà, à la date, à la date d'échéance, lorsque l'agriculteur va faire sa récolte, il sera obligé de vendre au prix indiqué, même si les prix ont évolué en temps sur le marché. Peut-être il a convenu de vendre à l'acheteur à peut-être 10 000 et que à la date indiquée, le produit en question se vend à 15 000. Lui, l'agriculteur va perdre 5 000 parce qu'il a déjà un contrat qu'on appelle un contrat futur. Voilà. Maintenant, de son côté, l'acheteur qui a ce contrat futur-là, il peut décider de le vendre. Parce que si moi, j'ai l'avantage de pouvoir acheter un produit à 10 000 alors que le produit en réalité se vend à 15 000, vous voyez que moi, j'ai quelque chose qui vaut de l'or pour tous les acheteurs, en fait. Donc, les acheteurs peuvent aussi être intéressés par mon contrat. Et moi, si je ne veux plus du produit en question, je peux simplement leur vendre mon contrat et ils vont utiliser mon contrat pour aller acheter le produit en question. Donc, j'espère que vous comprenez ça comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Ces produits dérivés-là sont en cours de développement. D'après les informations que j'ai eues, normalement,
on devrait en avoir sur la BRVM en fonction de l'évolution des choses. Mais principalement, on a les actions et les obligations qui sont sur le marché boursier de la BRVM. Donc, qu'est-ce qui se passe? La BRVM est une plateforme qui va centraliser en fait les échanges sur ces produits-là. Donc, votre entreprise est cotée. Et s'il y a des personnes qui veulent investir dans cette entreprise, ces personnes vont passer par la BRVM, qui est un organisme qui va faciliter les échanges. Et la BRVM va mettre en avant la cotation, va mettre en avant les statistiques du marché pour aider les investisseurs, etc., etc. Donc, quand on parle de bourse, vous voyez ce système centralisé-là, c'est principalement ce que la bourse désigne, en tout cas de nos jours, même si je ne veux pas rentrer en fait dans l'étymologie des origines et tout ça. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est compris. Donc, si je dois faire un récap jusque-là, un marché financier, sur les marchés financiers, on échange des produits financiers. Les produits financiers, ça peut être des actions, des obligations, un contrat d'assurance, même les comptes d'épargne que vous prenez. En tout cas, les produits que vous avez avec les banques, ce sont des produits financiers. Donc, vous avez des marchés de gré à gré et puis des marchés boursiers. Maintenant, quand on parle de marché boursier, c'est juste des types de produits financiers qui sont centralisés en fait au niveau d'une plateforme pour faciliter les échanges telles que la bourse régionale des valeurs mobilières où vous pouvez avoir des actions et des obligations. Donc, si ça c'est fait, je vais avancer. Donc, à la BRVM, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'est une bourse et sur cette bourse-là, on a plusieurs segments. Donc, sur cette bourse-là, on a principalement trois marchés. Donc, on a un marché qui est dédié aux actions, un marché qui est dédié aux obligations et puis un marché qui est dédié aux droits. Euh, Souvent, quand on parle de la BRVM, on se focalise principalement sur les actions et les obligations parce qu'en fait, les droits, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, c'est généralement un marché sur lequel on n'a pas grand mouvement en fait. Et donc, euh, les actions, c'est assez simple, hein. Le marché action, c'est le marché sur lequel excusez-moi, j'ai défilé sans faire exprès. Le marché action, c'est le marché sur lequel vous achetez des actions. Le marché obligataire, c'est le marché sur lequel vous achetez des obligations. Et puis le marché du droit, c'est le marché sur lequel vous achetez des droits. Donc, je pense que ça a l'air d'être évident. Mais c'est quoi les droits principalement? Quand on parle de droits, ce sont comment on dit ça? Un avantage, sont des avantages reconnus à certains investisseurs. Donc, si l'investisseur ne veut plus profiter de cet avantage, il a la possibilité de vendre cet avantage à un autre investisseur qui veut l'utiliser. C'est pourquoi on parle du marché des droits. Donc, un exemple qui est assez simple et qui arrive souvent à la BRVM, ce sont les droits d'attribution. Les droits d'attribution, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez une entreprise qui procède par augmentation de capital. Donc, augmentation de capital, ça veut dire que j'ai un certain nombre d'actions, peut-être j'ai 10 actions, je veux que mon nombre d'actions passe à 20 parce que je veux vendre un peu plus d'actions pour avoir de l'argent supplémentaire ou bien, bon, faire des systèmes de fragmentation. Mais anyway, peu importe l'objectif, je veux que mon nombre d'actions puisse augmenter. Je suis à 10 actions, je vais passer à 20 actions, OK? Donc, ce système-là fait que mes investisseurs qui ont déjà des actions auparavant vont bénéficier d'actions supplémentaires. Donc, ça va dépendre du mode d'augmentation de capital utilisé, mais je vais prendre le cas de ce qu'on a récemment observé à la BRVM, qui est l'augmentation de capital par incorporation de réserves et de primes avec distribution d'actions gratuites. Donc, ce procédé-là, sans rentrer dans les détails techniques, juste, ça permet à l'investisseur qui avait des actions auparavant d'obtenir de nouvelles actions supplémentaires et de ça de façon gratuitement. C'est-à-dire quoi? Dans le cas de BOA, je crois. Voilà. Donc, BOA qui a fait une augmentation de capital similaire avec la plupart de ses filiales. Donc, si je suis actionnaire à la BOA, sans préciser la filiale en question, si je suis actionnaire à la BOA et que j'ai 10 actions, lorsque ce phénomène-là a lieu, je passe de 10 à 20 actions. OK? Maintenant, il se trouve qu'avant de bénéficier des 20 actions, moi, je peux dire que le nombre d'actions que j'ai me convient déjà et que je ne veux plus des actions supplémentaires. Mais étant donné que je suis actionnaire, j'ai un droit, en fait, à ces actions. Donc, avant de m'attribuer effectivement ces actions-là,
je bénéficie d'un droit d'attribution. Donc, on me donne un droit d'attribution et c'est comme pour visualiser, c'est comme si avant de me donner les actions, on me donne un papier pour dire, voilà, le jour où on va distribuer les nouvelles actions, tu viens, tu nous présentes ce papier-là et on te donne tes nouvelles actions. C'est concrètement, c'est comme ça que ça marche. Mais étant donné que nos plateformes sont digitalisées, on ne va pas procéder ça de façon mécanique comme ça. Il suffit juste de mettre quelque part dans mon portefeuille de droit que j'ai un droit d'attribution de l'action B ou A et ça fonctionne. OK? Donc, c'est un peu comme ça. Et là, ce droit d'attribution, je peux décider de ne pas l'utiliser. Et donc, si je ne veux pas l'utiliser, j'ai un temps. On me donne, on appelle ça la période de négociation. Durant la période de négociation, je dois vendre mon droit d'attribution pour ne pas l'exploiter et bénéficier des nouvelles actions. Et puis là, comme ça, je vends, je conserve mon nombre d'actions que j'avais au départ, même si mon pourcentage va diminuer en termes euh, de, de la capitalisation globale. Mais au moins, je sais que je conserve mon nombre d'actions et puis je peux vendre ce droit. Donc, si je dois vendre ce droit d'attribution, c'est sur le marché de droit que je vais le vendre. Et s'il y a une autre personne qui auparavant n'avait pas d'action BOA et veut en acquérir, plutôt que d'aller acheter directement, ce qui peut revenir un peu cher parce que si ils regardent que les coûts sont un peu plus élevés au niveau de la cotation, alors que du côté des droits d'attribution, c'est pas trop élevé, il peut tout simplement m'acheter mon droit d'attribution et comme ça, lorsque les nouvelles actions seront émises, c'est cette personne qui vient de m'acheter mon droit qui va bénéficier des actions plutôt que moi. Donc, le marché des droits, il est très, très important. Après, il y a ce qu'on appelle aussi des droits de préférence, hein. C'est que, bon, il y a des actionnaires c'est dans certaines entreprises, il y a des actionnaires qui sont privilégiés, en fait. Donc, qui bénéficient de certains privilèges. Et ce droit-là, on peut aussi leur acheter. Donc, le marché de droit est un marché qui, quoique ne fonctionne pas tous les jours, est un marché qui est tout aussi important et même très important pour le marché. Bon, je vais dire pour le marché financier, pour le marché boursier de la BRVM. Donc, les actions, les obligations, on sait déjà ce que c'est. Les droits, on sait aussi ce que c'est. Donc, on va faire un suivant. Donc, avant de parler du marché action, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Je vais regarder s'il y a des questions. Et puis, bonsoir, boss, une première, OK. Bonsoir, coach. Je voudrais savoir si la réunion est enregistrée pour un replay. Vous aimez les replays, hein? Suivez le live. Pour le replay, en fait, j'enregistre toujours les webinaires que je tiens, mais je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, c'est tout. Donc, je ne suis pas le coach, mais je réponds parce que... Ah, OK. Merci, Monsieur Kwasi, d'avoir répondu à ma place. C'était bien vu. Donc, le marché action. Le marché action de la BFM, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les émetteurs et de l'autre ce qu'on appelle les investisseurs ici. Donc, émetteurs ici, investisseurs ici. Donc, du côté des émetteurs, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont besoin d'argent. Donc, c'est pour ça que vous ai mis recherche de financement. Et puis, pour obtenir du financement, qu'est-ce que ces émetteurs-là vont faire? Ces émetteurs vont décider de vendre une partie de leur entreprise. Donc, je suis la SMB, j'ai besoin d'argent pour des projets de croissance. Mais je ne veux pas faire des prêts, hein. Je ne veux pas faire aller voir les banques et tout ça. Ça va me fatiguer. Mais je préfère, hum, comment on appelle ça, ouvrir mon capital. Voilà, appeler des investisseurs. Ce qui est intéressant, parce que si les investisseurs apportent leur argent, c'est pas un crédit en vrai ils me font. Ils me donnent juste de l'argent pour travailler, pour que si j'ai des bénéfices, nous tous on puisse partager. Donc, ce système-là, il est beaucoup plus intéressant que d'aller emprunter de l'argent avec quelqu'un. Donc, les émetteurs viennent à la bourse pour venir chercher de l'argent en vendant une partie de leur capital. Donc, lorsque c'est les entreprises qui veulent lever de l'argent à la bourse vont euh, exprimer leurs besoins de financement à la BRVM et leur envie de se faire coter à la bourse, la BRVM va analyser, va se faire ce qu'on appelle une admission à la cote. Une admission à la cote, c'est juste que c'est comme une acceptation en fait. Voilà, après analyse voilà, parce qu'il y a des conditions pour entrer en bourse et on ne se lève pas du jour au lendemain et puis on entre en bourse. Donc, si les conditions sont respectées, la BRVM va vous accepter. Si vous êtes accepté, vous avez une admission à la cote. Maintenant, de l'autre côté, il y a des personnes comme vous et moi qui ont de l'argent
et qui veulent en avoir beaucoup plus. Donc, pour en avoir beaucoup plus, il faut l'investir. Donc, comme je l'ai dit, vous n'avez pas nécessairement le temps peut-être de pouvoir investir en tant qu'entrepreneur dans une activité entrepreneuriale ou peut-être vous avez une activité entrepreneuriale qui vous génère tellement de cash que vous ne voulez pas stocker ce cash-là pour... Voilà, vous avez un cash flow un peu trop élevé. Donc, si vous mettez le cash, on dit l'argent qui dort, là, c'est l'argent qui diminue. Vous avez envie de faire fructifier votre argent. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui va travailler avec votre argent. Donc, vous voyez que du côté des émetteurs, on a besoin d'argent. Du côté des investisseurs, on a de l'argent qu'on veut faire travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se concilie, on trouve un terrain d'entente et puis on investit cet argent. Donc, on va tous se retrouver sur le marché action de la BRVM et puis on va faire les échanges. Donc, ici, les particuliers moi je dis les particuliers, les entreprises, parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas particulier, seul particulier à devoir investir sur le marché boursier parce qu'il y a des institutionnels aussi. Donc, il y a des particuliers et des entreprises qui recherchent un retour sur investissement, ce que j'ai mis ROI là, le Return on Investment. Donc vous recherchez ce retour-là et vous allez investir investir dans des entreprises qui ont besoin de financement à travers le marché action de la BRVM. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est clair, hein. Donc, sur le marché action de la BRVM, vous venez, vous trouvez les émetteurs qui sont là, qui ont leurs entreprises, qui ont leurs activités. Vous analysez leurs activités et les résultats qu'elles ont déjà réalisés. Si vous estimez que ces résultats-là peuvent vous permettre de réaliser un bon retour sur investissement en fonction de ce que vous espériez avant de venir, et ben, vous investissez dedans. Et quand eux, ils vont travailler, ils vont avoir de l'argent, tout le monde va se le partager. Assez intéressant comme principe, je pense. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le marché action de la BRVM. Maintenant, comment est-ce que ce marché il est organisé? Le marché, il est compartimenté suivant différents critères et différents principes. Donc, vous avez ce qu'on appelle les compartiments, vous avez ce qu'on appelle les indices et vous avez ce qu'on appelle les secteurs. Euh, Quand on parle de compartiment à la BRVM, c'est juste que on va essayer de classer, de mettre dans voilà, dans des cases les entreprises qui vont se faire coter. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut faciliter la vie aux investisseurs. On verra tout à l'heure l'intérêt de faire ça. Mais déjà, il faut savoir qu'à la BRVM, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne parce que toutes les entreprises n'ont pas la même taille. Donc, quand on parle de compartiment, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce mot, prestige, principale croissance. Bon, peut-être beaucoup plus en termes d'indices, mais il faut savoir que quand on parle de compartiment, c'est juste des classes, en fait, des segments dans lesquels la BRV va classer les entreprises qui arrivent. Quand vous prenez, par exemple, le compartiment prestige, le compartiment Prestige, c'est un compartiment qui regroupe on peut dire les meilleures entreprises de la BFM parce que les critères sont de telle sorte que ce n'est pas tout le monde qui peut les respecter. Il faut avoir 10 ans d'existence, il faut avoir un certain capital social, il faut avoir un certain niveau de capitalisation et puis il faut avoir un certain niveau de flottant. Donc, je n'ai pas tous les détails en tête, mais c'est des critères qui sont un peu plus lourds que, par exemple, les personnes qui sont dans le BAV, pardon, dans le compartiment principal. OK? C'est ici, Prestige, ce sont des critères qui sont un peu plus difficile à respecter par rapport à des personnes qui sont dans le compartiment principal. OK? Et puis après, il y a le compartiment qu'on appelle le compartiment croissance, qui, selon mes informations, n'a pas encore d'entreprise. Parce que ici, on est censé accueillir les PME. OK? On est censé accueillir les PME, comme vous savez. Euh, Dans notre région, les jeunes entreprises ont du mal à se développer jusqu'à un certain niveau. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Mais jusqu'à présent, depuis, ils ont créé le compartiment là. Normalement, ce compartiment, il est censé accueillir toutes les PME qui recherchent du financement. Donc, mais évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a des critères, hein. Il y a PME, puis il y a PME. Voilà. Donc, ce n'est pas toutes les PME quand même. Mais je suis sûr qu'il y a des PME en Côte d'Ivoire et beaucoup même qui peuvent se faire coter dans ce compartiment. Soit c'est par manque d'information, soit c'est par manque d'intérêt, je ne sais pas. Mais on sait que aussi que les PME sont tout le temps en train de courir après les banques. Il n'y a pas de financement, on ne sait pas comment avoir du financement. Mais ça, c'est une belle solution. Sauf que pour pouvoir se faire coter en bourse et se maintenir coté en bourse,
il faut beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'une fois que vous arrivez à la côte, bah, c'est pas que si vous allez faire 1 an, 2 ans et puis vous allez bouger, quoi. Non, mais il faut avoir de la perspective. Très, très important. Donc, ce qui fait que, bon, je sais pas si les PME ont un peu peur de cet engagement ou, voilà, je sais pas pourquoi. En tout cas, si vous êtes dirigeant de PME, moi, je me dis que ça devrait être votre objectif de rentrer dans ce compartiment-là déjà. Parce que moi, je sais que dans des pays développés comme les États-Unis, les startups sont juste créées pour faire, comment ils appellent ça, un exit en bourse. Voilà. Donc, les premiers investisseurs, ils permettent à la startup de démarrer. Ensuite, il y a plusieurs séries de levées de fonds. Et puis, au final, on fait une entrée en bourse. Et puis, voilà. Donc, c'est à peu près à ça que ça est censé servir. Bon, voici les compartiments. Après, on verra à quoi est-ce que tout ça va servir. Mais déjà, il faut que je vous présente. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle les indices. À quoi ça sert les indices? Les indices à la BRVM sont un autre regroupement, en fait, des valeurs de la BRVM qui nous permettent de pouvoir suivre comment les valeurs évoluent. Ici, par exemple, vous voyez dans le compartiment prestige, je vous ai dit qu'il y a des critères qui permettent d'admettre des entreprises dans ce compartiment. Et ici, vous voyez, dans la partie indice, vous voyez BRVM Prestige. Donc, c'est quoi la relation entre les deux? La relation, elle est simple. C'est de dire que les indices, un indice, pardon, désolé, un indice, c'est une valeur qui permet de suivre un ensemble de biens. Donc, ici, c'est quoi? On va prendre l'indice BRVM Prestige, par exemple, va suivre comment évoluent les entreprises qui ont été acceptées dans le compartiment Prestige. Et c'est de cette même manière que l'indice BRVM principal va suivre comment est-ce que évoluent toutes les entreprises qui sont admises dans le compartiment principal. Maintenant, BRVM 30, c'est un indice qui permet de suivre toutes les valeurs qui sont cotées à la BRVM. Donc, si vous vous posez la question, si je prends mon capital, que je le divise, que j'investis sur toutes les entreprises qui sont à la BRVM en part égale, hein. Donc, si j'ai 100 000, il y a actuellement 47 sociétés cotées à la BRVM, je divise mes 100 000 par 47 et j'investis sur toutes les entreprises qui sont à la BRVM. Combien est-ce que je vais avoir sur une période de temps donnée? Donc, vous prenez l'évolution du BRVM composite, là, ça va vous donner ça. Donc, ça, c'est le BRVM composite. BRVM 30, c'est un indice qui regroupe, pardon, l'ensemble des valeurs cotées, non, des valeurs les plus échangées, les 30 valeurs les plus échangées, voilà, à la BRVM. Donc, vous voyez ça, il y a des critères comme ça qui permettent de classifier et puis de suivre. Donc, c'est juste pour faciliter la vie aux investisseurs. Après, maintenant, il y a les secteurs d'activité. Donc, les secteurs d'activité, c'est dans quel secteur l'entreprise travaille, pour faire simple. Voilà, dans quel secteur l'entreprise travaille, on va les regrouper en fonction de ces secteurs et on va les suivre aussi. Donc, si on doit les suivre, on a aussi besoin d'un indice qui va mesurer comment toutes les entreprises qui sont dans ce secteur et cotées à la BRVM évoluent. Du coup, on va avoir des indices sectoriels. Donc, si vous prenez industrie, par exemple, vous allez avoir un indice qui suit le secteur industrie qu'on va appeler BRVM Industrie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis que c'est mesuré avec des industries. Donc, ici, là, je vais essayer de voir si ça fonctionne normalement. Sur le site de la BRVM, vous avez la possibilité de voir les indices. Donc, ici, voilà. Donc, pour être vraiment très concret, je vais vous partager mon écran ici. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez là le site de la BRVM. Donc, vous voyez là, dans la partie action, vous voyez action. Vous voyez là, consommation de base, ça c'est un secteur. Consommation discrétionnaire, c'est un secteur. Énergie, industrie, services financiers, services publics, télécommunications, ça c'est un secteur. Bon, faut savoir que la BFM a très très récemment réorganisé en fait les secteurs d'activité. Voilà. Donc, la dernière fois, on se plaignait un peu. Je parlais et je disais que mais quand vous prenez, les secteurs étaient un peu mélangés pour être tout à fait franc. Voilà, c'était un peu mélangé. Donc, là, je pense qu'ils ont fait un effort de très bien classifier. Donc, ici, par exemple, consommation de base, quand vous cliquez dessus, vous allez voir les entreprises qui sont à l'intérieur. Donc, consommation de base, vous voyez, il y a la Loterie nationale du Bénin, il y a Nestlé, il y a Palm-C, il y a Sucrivois, il y a Cico, etc., etc. Consommation discrétionnaire. Vous voyez les entreprises qui sont là. Il y a Sévère, il y a Bernabé, CFAO, etc. Bon, on ne va pas tout faire. Service public, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a la CUE, la SODECI, voilà. Télécommunications, là, vous allez voir Orange, Sonatel.
Voilà, Onatel, Orange, Sonatel. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu comment est-ce que c'est organisé. Maintenant, bon, je sais pas, voici les indices aussi. Comme je vous parlais des indices. Voilà, donc voici les indices qui sont là. Donc, vous voyez, BRVM 30, les 30 valeurs les plus échangées, comment est-ce que ça a évolué? Donc, cet indice-là a perdu euh, 1,51%. Voilà, donc BRVM Composite, lui, donc c'est-à-dire le marché en global, hein, parce qu'en général, le marché de façon générale sera mesuré par le BRVM Composite. Lui, il a baissé de 1,40. Voilà. Donc, ça, c'est quoi l'interprétation? Par exemple, quand on dit le BRVM composite a baissé de 1,40, ça veut dire que si on fait le cumul, toutes les entreprises cotées à la BRVM ont perdu 1,40% lors de cette séance de cotation. Parce que ça, c'est la séance de cotation du vendredi dernier. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça va évoluer pour tout. BRVM Prestige, je vous ai dit ce que c'est. Vous voyez, quand le BRVM Composite, l'ensemble du BRVM Composite a perdu 1,40%, le BRVM Prestige, lui, il a gagné 2,10%. Voilà. Donc, ça veut dire que au niveau du Prestige, il y a des valeurs qui ont monté, alors que de façon générale, des entreprises qui n'étaient pas dans le BRVM Prestige ont baissé. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut exclusivement investir que dans le BRVM Composite, hein, pardon, BRVM Prestige, hein, parce que c'est BRVM Prestige, on reclasse toutes les entreprises qui sont à l'intérieur à la fin de chaque année. BRVM 30, on reclasse ça tous les 3 mois, tous les trimestres. Donc, vous voyez que la périodicité value, mais ça peut vous aider. Si vous voulez investir sur des entreprises qui sont un peu plus stables dans le long terme, vous pouvez aller sur des entreprises qui sont dans le BRVM Composite, par exemple. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Je vais évoluer pour venir chercher ma présentation de départ. Ok, le marché des titres publics. Le marché des titres publics, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'il y a de plus nouveau que je vais aborder avec vous parce qu'en général, la BFM, on en a parlé, les actions, on en a parlé, les obligations également. Mais le marché des titres publics, un peu nouveau. Le marché des titres publics, comment ça fonctionne? C'est un marché qui fonctionne de façon très similaire au marché obligataire. D'un côté, vous avez les émetteurs, de l'autre, vous avez les investisseurs aussi. Mais sauf que donc la particularité du marché des titres publics, c'est que les émetteurs sont principalement les États membres de l'UEMOA. C'est l'une des différences fondamentales avec le marché obligataire de la BRVM. C'est que là-bas, il n'y a pas d'obligation, comment on dit, il n'y a pas d'obligation corporative. Les obligations sont souveraines. Voilà. Donc, je parle d'obligation, mais tout à l'heure, on verra les produits qui y sont. Voilà. Mais c'est pas, on n'appelle pas ça systématiquement obligation, quoi, je veux dire. Donc, les États de l'UEMOA, en fait, ont besoin de financement aussi. Voilà. Donc, les États, vous savez, ont besoin de financement. C'est vrai que les États peuvent aller prendre crédit ailleurs, mais les États aussi ont besoin de prendre crédit auprès de leur population. Et plus un État a des personnes qui peuvent lui prêter au sein de son propre pays, au sein de sa propre nation, plus cet État est en phase de négocier avec les bailleurs étrangers. Donc, c'est une force que de pouvoir, en fait, avoir un marché des titres publics qui fonctionne. Donc, euh, financement, eux, ils ont besoin de financement, donc ils vont émettre des titres publics. De l'autre côté, vous avez des entreprises qui collectent énormément d'argent, telles que les fonds de pension, comment on appelle ça, les assurances, et puis bon, des particuliers qui sont des suspendus, qui ont vraiment beaucoup d'argent aussi, et qui ont besoin de placer cet argent-là. Donc, on va leur prêter à nos États notre argent. Nos États vont prendre notre argent pour réaliser les projets de développement qu'ils ont envie de réaliser et en retour, vont nous donner des intérêts. Et une autre particularité du marché des titres publics, c'est ce qu'on appelle les intérêts précomptés. OK? Donc, avant que avant qu'on ne vous donne le capital, on vous donne vos intérêts d'abord. Et puis après, on commence à vous rembourser votre capital. Bon, c'est une des particularités aussi hein, de ce marché-là. Donc, quels sont les produits que vous allez rencontrer sur ce marché? Les voici principalement. Vous avez ce qu'on appelle les BAT, les OAT, les OS. Ne vous embrouillez pas encore une fois avec les abréviations parce que, bon, c'est juste une abréviation et puis il faut juste lire la signification et puis ça va. Donc, BAT, c'est quoi? Bon assimilable du trésor, OK? C'est quoi les bons assimilables du trésor? Ça fonctionne exactement comme une obligation, sauf que c'est sur le court terme. Donc, le trésor
public de Côte d'Ivoire peut dire, par exemple, j'ai besoin d'argent pour tel projet de l'État, je vais émettre, comme c'est sur le court terme, je vais émettre des bons. Donc, je vais mettre les bons en vente, les personnes vont acheter et ensuite, on va avoir l'argent et on va réaliser le projet. Maintenant, quand on dit à court terme, ça veut dire que ça sera sur, c'est-à-dire sur au plus 2 ans, OK? Au plus 2 ans. Donc, si vous investissez en au plus 2 ans, votre capital vous est remboursé. Donc, ce qui peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas envie de mobiliser leur argent pour longtemps. Parce qu'en général, les obligations, ça prend du temps. Donc, ça va aller 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Mais si vous n'avez pas envie d'investir aussi longtemps, les bons du trésor peuvent vous aider parce que vous investissez en général, vous allez voir des bons du trésor qui sont à 12 mois, d'autres à 24 mois, donc pour les bons qui sont à 2 ans. Maintenant, vous voyez par l'État par voie d'adjudication, OK? Ça, c'est un thème qui est très important par voie d'adjudication parce que là-bas, sur ce marché-là, vous n'avez pas, comment on appelle ça, des intérêts qui sont des taux d'intérêt, pardon, qui sont prédéfinis. Parce que c'est un système d'enchères. Donc, si vous voulez investir sur les bons du trésor, vous allez dire, par exemple, moi, je vais acheter des bons du trésor, je suis prêt à en prendre pour 1 million, mais voici le taux d'intérêt que je veux. Donc, plusieurs investisseurs vont envoyer comme ça leurs offres, et puis après, l'État va sélectionner les meilleures offres, quoi. Donc, ce qui fait que après, vous allez voir que le taux d'intérêt qui sont retenus, qui vont être autour de... Il y a un taux qu'on appelle le taux marginal, qui est le taux maximum que l'État va payer, qui va être autour de 2% ou bien 2,5, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, de ce que j'ai essayé, j'ai lu et que j'ai vu, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pas mal pour quelque chose qui est garanti. Vous savez qu'à 100%, vous allez avoir votre argent, vous allez avoir vos intérêts. Bon, c'est normal que le taux ne soit pas assez impressionnant quand même. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les OAT. Les OAT, vous voyez, obligations assimilables du trésor. C'est comme des obligations, sauf que, bon, une particularité, c'est que ça passe aussi par voie d'adjudication. Donc, un système d'enchères. Quand on parle d'enchères, vous voyez que c'est en même temps combien d'obligations vous voulez, combien d'OAT vous voulez prendre, combien de titres, voilà, c'est le mot que je cherche, combien de titres vous voulez prendre, et puis quel est le taux d'intérêt que vous voulez pour cette quantité-là. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les obligations synthétiques, donc les produits structurés constitués de plusieurs. Donc là, les obligations synthétiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les OAT, on va les mélanger avec les BAT et on va obtenir ce qu'on appelle les OS. OK? Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien intéressant tout ça, mais qu'est-ce que j'ai à gagner en partant sur ce marché-là? Donc, pour juste me résumer, pour que ce soit clair pour tout le monde, on a la BRVM sur laquelle on a la BFM qui est le marché boursier, sur laquelle on a, comment on appelle ça, les actions, donc les sociétés cotées, les obligations. Donc, l'État peut émettre des obligations sur le marché boursier de la BRVM parce que là-bas, les obligations sont cotées. Ici, normalement, on devrait avoir une cotation, mais on n'a pas encore une plateforme comme celle de la BRVM. Du coup, je ne peux pas dire que bon, c'est pas coté, comme on appelle ça, de façon assez précise comme ce qu'on a au niveau de la BRVM. Mais sur le marché des titres publics, on a uniquement les États qui vont émettre des obligations. Et les obligations qui sont émises sont, bon, enfin, je dis les obligations, mais qui vont émettre des titres publics. Ces titres publics qui sont émis sont classés en trois catégories. Vous avez ce qu'on appelle les bons du trésor. Les bons du trésor, c'est sur le court terme, donc moins de 2 ans. Et puis, vous avez comment on appelle ça? Les OS. Donc, après, vous avez les produits qui sont sur le moyen terme qu'on appelle les, pardon, désolé, les OAT, pardon, voilà. Donc, c'est les obligations assimilables du trésor. C'est le terme que je cherchais. Donc, après ça, vous avez les obligations assimilables du trésor. Et puis, ces obligations, eux, sont sur le moyen terme. Et enfin, vous avez les OS. Les OS qui sont les obligations synthétiques qui sont combinées entre les, les obligations, les bons du trésor et puis les OAT. Voilà. Donc, un mélange des deux. On fait une petite sauce là et puis on vend ça. Maintenant, comme vous avez ces différents produits, quel est l'avantage que vous avez à venir sur le marché des titres publics plutôt que, par exemple, qu'à aller à la BRVM? Donc,
Le risque, il est quasi inexistant parce que ici, vous n'avez que les États, OK? Donc, quand vous investissez, vous êtes quasi certain même certain de recouvrir, de recouvrir, je sais pas si c'est quoi le terme, recouvrir ou recouvrir, je sais pas, mais en tout cas, de recevoir votre argent, donc le capital que vous avez investi et les intérêts. Après, il y a ce qu'on appelle, c'est le placement, il est sur le court terme. Vous pouvez avoir des placements court terme. Il y a des personnes qui souvent reçoivent beaucoup d'argent d'un seul coup. Ils ne savent pas vraiment quoi en faire, ils ne savent pas où garder, ils ont envie d'investir, mais ils ont un peu peur. Si vous recevez beaucoup d'argent d'un seul coup et que vous savez que vous aurez besoin de cet argent peut-être dans 6 mois ou bien dans un an, vous savez que dans un an, vous aurez besoin de cet argent. Cet argent, vous ne pouvez pas le mettre sur des obligations parce que si vous le mettez sur des obligations, les obligations, ça prend du temps et la plupart du temps, les obligations ne sont pas liquides. Ce n'est pas liquide, ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre ça tout de suite, quoi. Voilà, pour avoir de l'argent. Donc, si vous mettez ça sur des obligations, ça va prendre du temps. Les obligations de la BRM vont aller jusqu'à 5 ans, 7 ans, etc. Ça peut être beaucoup. Si vous mettez sur les actions, c'est risqué. L'action peut baisser et puis vous allez perdre cet argent alors que vous avez besoin de ça dans un an. Donc, vous voyez que dans ce cas, les bons du Trésor offrent une alternative assez intéressante où vous pouvez placer cet argent-là là-dessus sur les bons du Trésor parce que l'échéance est assez courte. Donc, vous-même, vous faites votre système d'enchères, vous regardez, tout à l'heure, on va voir, il y a un calendrier. Vous pouvez voir le calendrier des émissions. Et puis, sur le calendrier des émissions, vous pouvez souscrire au bord du trésor, donc pour 2 ans ou bien pour un an. Et puis là, vous êtes sûr que vous allez non seulement recevoir, vous n'allez pas perdre cet argent, mais en plus, vous allez recevoir des intérêts. Donc, voilà ça, c'est ce qui refait c'est ce qui représente l'une des valeurs assez intéressantes, l'un des avantages, pardon, l'un des avantages les plus intéressants du marché des titres publics. Maintenant, on va aller voir. Alors, il faut savoir que le marché des titres publics est géré par une agence qu'on appelle UMOA Titres. Donc, l'agence UMOA Titres est ce que la BRVM est au marché boursier de la BRVM. Parce que la dernière fois, je vous ai dit que le marché boursier de la BRVM est géré par une SA appelée aussi la BRVM. Maintenant, là, c'est l'agence UMOA Titres qui gère de fond en comble le marché des titres publics de l'UMOA. Et donc là, quand vous arrivez ici, vous voyez par exemple, ça c'est le calendrier des émissions. Donc ici, il y a des titres publics qui seront émis. Donc ici, c'est quoi? Le 7 janvier. Ici, normalement, aujourd'hui, nous sommes déjà au 12 janvier. Donc 12 janvier, bon, vous voyez que prochaine émission qui n'est pas très loin déjà, c'est, comment on appelle ça? État du Bénin. Vous avez une émission de l'État du Burkina Faso, une émission de la Guinée-Bissau, etc., etc. Donc, si on prend par exemple cette émission-là du Bénin, vous cliquez dessus, vous pouvez voir les caractéristiques. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Et si vous ne voyez pas, vous me dites que vous ne voyez pas simplement. Et puis, voilà. Donc, j'essaie de cliquer là-dessus pour voir. OK, donc il y a des caractéristiques, mais je vais cliquer sur plus d'informations pour voir. Voilà. Donc, vous voyez la date. Donc, la date de l'opération, c'est le 16 premier mois 2025. Le montant mis en adjudication, pardon, c'est 30 000 millions de francs CFA. Donc, normalement, ça fait 30 milliards. Moi, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, c'est ce à quoi je pense. En tout cas, 30 000 millions. On va prendre de la façon dont c'est écrit. 30 000 millions, OK, de francs CFA, date de valeur. Donc, la date de valeur, c'est la date à partir de laquelle, si vous achetez l'un de ces titres, à la date à partir de laquelle on va commencer à compter les intérêts. Donc, comme je vous ai dit, hein, ici, le titre, là, c'est un ES. OK, un ES, c'est bon, un emprunt synthétique. C'est un peu comme les OS que je vous ai présentés. Donc, on va faire un cocktail des obligations, des BAT. OK, donc vous voyez ça. Les bons assimilables du trésor et puis des DOAT et puis les obligations assimilables du trésor. Donc, BAT, c'est sur le court terme, moins de 2 ans, et puis OAT, ça peut aller du moyen terme au long terme. Donc, on fait un mélange des deux, et puis sur ce mélange des deux-là, vous pouvez investir. Mais ici, ce que vous devez retenir, regardez là, c'est qu'il faut un capital assez important pour pouvoir investir là-dessus. Vous voyez, la valeur nominale est de 1 million. Donc, quelqu'un qui n'a pas 1 million ne peut pas acheter l'un de ces titres, OK? Voilà. Maintenant, vous voyez que taux d'intérêt, ils n'ont rien mis. Ils n'ont rien mis parce que c'est par voie d'adjudication. Donc, c'est moi, quand je vais dire le nombre de titres que je veux, que je vais spécifier le taux d'intérêt que je suis prêt.
que je cherche à avoir. Voilà. Maintenant, après, c'est comme voilà, des enchères, c'est un système d'enchères exactement. Donc, je fais ma proposition. Après, il y a les résultats qui sont publiés pour voir tous ceux qui sont retenus pour avoir ce titre. Voilà. Donc, il y a toutes les caractéristiques qui sont là. Il y a la durée, donc 12 mois. Comme je vous le disais, vous voyez, c'est sur 12 mois, vous investissez, vous êtes quasi certain qu'à la fin des 12 mois, vous avez votre argent. Voilà, donc c'est principalement ça. Vous voyez, surtout AT là, par exemple, cette obligation assimilable du trésor, c'est sur 36 mois. Donc vous avez deux titres en un. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est synthétique. Voilà, donc j'espère que je vous ai présenté ça maintenant. La question immédiate, c'est comment est-ce que on fait si on veut investir sur ces produits, hein? Donc j'espère pouvoir vous aider là-dessus aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour investir sur ces produits? Donc, le processus d'investissement pour les trois marchés que nous venons de voir, c'est quasi similaire, hein. Dans un premier temps, vous devez ouvrir un compte titre, OK? Le compte titre, vous allez l'ouvrir auprès d'une SGI. Donc, ce sont des entreprises qui sont des banques, hein. La dernière fois, je vous ai montré un peu comment est-ce que vous pouvez les trouver, mais bon, cette fois-ci, étant donné que je suis un peu pris par le temps, on va avancer, mais il faut se comprendre que les SGI sont des banques qu'on appelle sociétés de gestion et d'intermédiation qui vont vous servir d'intermédiaire avec les marchés financiers de l'UEMOA. Donc, vous êtes là, vous avez votre argent. De l'autre côté, vous avez la BFVM et puis le marché des titres publics sur lesquels vous voulez investir. Donc, c'est la SGI qui va venir se mettre entre vous pour pouvoir vous servir. Parce que, en tant qu'individu, évidemment, vous ne pouvez pas vous présenter sur un marché comme ça et puis dire que vous voulez investir. Parce qu'il y a des paramétrages complexes que vous ne pouvez pas gérer vous-même en tant qu'individu. Donc, vous êtes obligé de passer par une banque qu'on appelle SGI. Voilà. Donc, vous trouvez une SGI, vous ouvrez un compte. Maintenant, quand vous ouvrez un compte, vous déposez de la liquidité là-dessus et puis maintenant, vous allez commencer à choisir des produits. Si vous êtes intéressé par le marché des titres publics, vous allez voir le calendrier des émissions, vous vous renseignez. Il y a ce qu'on appelle le bulletin d'information. Il y a plusieurs documents qui accompagnent le titre lorsqu'il est émis. Donc, et puis, il y a le bulletin de souscription aussi qui est très important parce que c'est le bulletin de souscription qui vous permet de dire comme le nombre de titres que vous voulez acheter, le taux d'intérêt que vous voulez, etc. Donc, c'est juste un formulaire, vous remplissez et puis vous soumettez ça à votre SGI. Et puis, c'est justement la SGI qui va essayer d'acheter pour vous. Donc, ce qui fait que quand je dis que vous ouvrez un compte titre, après avoir ouvert votre compte titre, maintenant vous allez choisir un titre sur lequel investir. Donc, ça peut être une action, une obligation ou un titre public. Les actions, on a vu comment on les analysait la dernière fois. Les obligations également, on a brossé un peu. Et puis, bon, mais les titres publics, on vient de les voir. Ah, donc, vous choisissez un titre sur lequel vous voulez investir. Et puis, ce titre-là, vous prenez son bulletin de souscription. C'est pour ça que je dis, vous passez un autre. Donc, si c'est une action, vous allez passer un autre sur la plateforme de votre SGI. Si c'est une obligation, vous pouvez aussi passer une obligation du marché obligataire de la BFM. Vous pouvez aussi passer un autre sur la plateforme de trading de votre SGI. Mais si c'est, comment on appelle ça, un titre public, vous êtes obligé de passer par un bulletin de souscription. Et après, il faut faire un suivi pour voir comment est-ce que ça évolue, rester connecté pour savoir quel pourcentage on a gagné, quel pourcentage on a perdu, etc., etc., pour voir si on a envie de vendre, si on a envie de garder, etc. Voilà. Maintenant, citation de Warren Buffett. Pour terminer, c'est mon gars préféré, il faut me comprendre. Bon, je vais dire préféré, je ne le suis pas tout le temps, mais je trouve que c'est quelqu'un qui quand même a réalisé des prouesses dans l'investissement boursier, donc j'aime à le citer lorsque je fais des webinaires. Et aujourd'hui, sa citation que je voulais vous partager pour terminer avant de passer à la séance de questions-réponses, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Donc, voilà. L'apprentissage, c'est à plusieurs niveaux, hein. Évidemment que c'est en suivant des webinaires comme celui-ci et puis d'autres aussi. Voilà. Et aussi, c'est en essayant. Parce que l'apprentissage, c'est pas juste de me regarder parler et puis après de ne pas faire. Le meilleur apprentissage, c'est quand vous commencez à faire de la pratique. Donc là, on en a parlé, vous avez vu les marchés. Une phase de votre apprentissage va commencer le moment où vous allez décider d'acheter un titre. Voilà. Donc là, ça sera un autre apprentissage. Donc,
Voilà un peu, c'est très intéressant et puis je pense qu'il faut toujours continuer à se former, rester informé, c'est très important pour pouvoir profiter des opportunités qu'offre le marché, les marchés financiers de l'UEMOA actuellement. Donc, question-réponse, je vais regarder dans le chat pour tout ce que vous avez laissé. Tac, tac, tac. Le lien de la BRVM. OK. BRVM, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais moi, je vais mettre brvm.org. Sinon, vous n'avez pas à vous fatiguer hein, avec les histoires de liens. C'est juste d'écrire BRVM sur Google. Quand vous cliquez Maintenant, si vous parlez de ce que j'ai montré tout à l'heure là, en termes de où j'ai montré les indices et puis comment retrouver les actions qui sont dans le compartiment, dans les secteurs d'activité là, il faut juste aller, vous tapez BRVM sur Google, premier résultat, vous partez dans l'onglet journée de cotation. Journée de cotation, il y a action et puis là, vous allez voir, comment on appelle ça, les, vous allez voir les secteurs d'activité. Super. Tac, tac, tac. Je reviens, hein, j'essaie de retrouver vos questions là. OK. Le taux d'intérêt, il est fixe à 8%. Non, ce que j'essayais de dire, monsieur HP14, désolé, hein. Ce que j'essayais de dire quand je parlais des taux d'intérêt, c'est que le taux d'intérêt des obligations varie en général, entre 5% et 8%. C'est ce que j'essayais de dire. Je n'ai pas dit que les taux d'intérêt sont fixés à 8%. Non, pas du tout. Je disais que les taux d'intérêt à la BFVM pour les obligations vont varier en général entre 5 et 8%. Mais en général, même si ça n'atteint pas 8%, ça va s'arrêter à 7,5, quelque chose comme ça. Les placements sur les FCP pardon, peuvent-ils être vus comme des achats d'obligations? Non, ce n'est pas des achats d'obligations, c'est des achats des FCP. Parce que les FCP ne sont pas des obligations. Les FCP peuvent réaliser une bonne performance. On va vous donner de l'argent, ça sera intéressant, ça va vous plaire. Ou comme on peut ne pas réaliser des performances intéressantes, peut réaliser des comptes performances et puis vous n'allez pas gagner de l'argent. Donc, alors que l'obligation, quand vous achetez, on vous donne nécessairement vos coupons et puis votre capital. Donc, les FCP n'ont strictement rien à voir avec les obligations. Est-ce que le mot de remboursement est choisi par l'investisseur? Non, le mot de remboursement n'est pas choisi par l'investisseur. Le mot de remboursement est défini par l'émetteur. Voilà. Donc, c'est l'émetteur de l'obligation qui choisit son mot de remboursement. Maintenant, toi, en tant qu'investisseur, c'est à toi d'analyser pour savoir si ça t'arrange ou pas. C'est tout. Est-ce que la BRVM a une application que l'on peut télécharger? Bon, à ma connaissance, l'application de la BRVM ne fonctionne plus, donc je ne sais pas s'ils ont arrangé pour que ça fonctionne, je ne sais pas. Mais normalement, ils avaient une application, mais je sens que ça ne fonctionne plus. À quel moment les droits d'attribution deviendront des actions? Les droits d'attribution ne se transforment pas en actions. Les droits d'attribution, bon, comment on dit ça? D'une certaine manière, vous avez raison. À quel moment ça devient des actions? Ça ne devient pas. C'est pas comme si les droits, ça se transforme en actions, mais c'est parce qu'on vous donne des actions pour les droits d'attribution que vous avez. Et puis, bon, les droits d'attribution sont un peu jetés à la poubelle, quoi. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la date de jouissance. Donc, toutefois que vous entendez droit d'attribution, le droit d'attribution il doit avoir une date de jouissance qui accompagne ça. Donc, la date de jouissance, c'est la date à partir de laquelle vous recevez effectivement les actions qui sont liées au droit d'attribution en question. Donc, si, je pense que c'est la question que vous essayez de poser. Donc, il faut toujours chercher la date de jouissance en fonction de l'action à laquelle renvoie, des types d'actions auxquelles renvoie le droit d'attribution. Voilà. Comment investir sur les titres à court terme, soit un an? Tu est-ce que... Bon, je ne comprends pas bien la formulation. Comment investir sur les titres à court terme, soit un an, et est-ce que c'est bon? Ah, ok, je comprends mieux maintenant. Ah, donc, investir sur comment investir? Ouais, mais c'est ce que je vous ai montré. Ouvrez d'abord un compte titre, OK? Vous ouvrez un compte titre au niveau d'une SGI. Ensuite, vous prenez le calendrier que je vous ai montré là, sur le marché des titres publics là. Donc, vous partez sur le site de l'agence UMOA Titres. Donc, le site de l'agence UMOA Titres, vous allez voir le calendrier. Je ne sais pas si je peux vous partager, mais malheureusement, j'ai fermé le lien. Mais bon, anyway.
Vous tapez Umwati sur Google, prenez le premier résultat sur la page d'accueil, vous voyez calendrier d'émission. Et puis les calendriers d'émission, vous allez voir, ils vont mettre les titres qui seront émis. Maintenant, sur ces titres-là, vous cliquez dessus, vous lisez, vous allez voir les échéances et puis ou bien la durée des titres. Voilà. Maintenant, la durée des titres, voilà, vous investissez. Maintenant, vous me demandez, est-ce que c'est bon? Bon, ça dépend de vous. Comme je vous l'ai dit là, le taux marginal, il est autour de... c'est-à-dire le taux maximum qui est généralement accepté, je sais pas, le plus élevé que j'ai vu en tout cas, ça ne dépasse pas 2,5%. Étant donné que c'est un système d'enchères, donc les gens sont compétitifs, ils investissent de gros montants. Donc, même si tu lui fais 1% de ce montant, lui, il est déjà content. Mais bon, anyway, ce que j'essayais de dire, c'est que ça peut être bon en fonction de votre profil. Voilà, ça peut être bon pour certains, ça peut ne pas être bon pour d'autres. Mais si vous n'avez pas un grand capital, le marché, ce titre-là ne peut pas vous servir à grand-chose, quoi. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller investir. Parce que vous-même, vous avez vu quand je vous ai montré, il faut au moins 1 million pour avoir un seul de ces titres. 1 million pour avoir un seul de ces titres. Donc, voilà, vous voyez un peu dans quel ordre d'idée on se retrouve, quoi. Alors que, en général, on ne s'attend pas à ce que vous achetiez un titre. On s'attend à ce que vous achetiez au moins 100 comme ça. Voilà, donc au moins 100 millions. Bon, c'est ce que je dis, ça, je dis, hein, vous pouvez aller acheter un titre pour voir un peu comment ça fonctionne, hein. Voilà. Comment la bourse peut-elle permettre à un homme de financer ses projets personnels? Comment s'y prendre quand on a peu d'argent au début, selon vous? Ok, ça c'est une question pertinente. Donc, bon, voilà. Je pense que ça, vous me donnez un sujet pertinent à traiter pour le prochain webinaire. Peut-être, hein, je sais pas moi si ça sera gratuit ou pas, mais bon, ça c'est une idée pertinente parce que ça, je vais essayer de vous répondre, mais la vérité c'est qu'on peut pas développer ça, on peut pas, je peux pas développer ça tout maintenant parce que voilà, il ne reste plus assez de temps. Mais comment est-ce que la bourse peut elle permettre à un homme de financer ses projets personnels? Dans un premier temps, il faut savoir que la bourse ne va pas tout faire à votre place. Ce sera à vous d'avoir un plan d'épargne. Donc, le premier point, c'est de définir un plan d'épargne. Et puis, le deuxième point, c'est de savoir comment est-ce que, quel pourcentage vous attendez à ce que la bourse vous apporte dans ce plan d'épargne. Donc, si vous voulez acheter votre voiture de 20 millions, OK? Vous avez acheté votre voiture de 20 millions normalement pouvez dire, ma voiture coûte 20 millions, comment est-ce que je fais pour l'acheter? Bon, je prends le cas pour des gens qui ne veulent pas faire des prêts à la consommation, hein, etc. Donc, les 20 millions, comment est-ce que je les obtiens? Vous dites que, par exemple, je vais cotiser, je ne sais pas moi, 5 millions, OK? 5 millions sur 4 ans, ça fait les 20 millions. 5 millions sur 4 ans, ça fait les 20 millions. Donc, 5 millions par an. Comment est-ce que je fais? Maintenant, ça, c'est si dans le cas où je fais une épargne, OK, je prends mon argent, je garde de côté, je garde de côté. Mais si je sais que à la bourse, par exemple, je peux réaliser 30% de mon capital, donc, ça veut dire que l'année, l'année où je commence avec 5 millions, première année, je mets 5 millions de côté. L'année suivante, j'ai 5 millions qui sont là. Donc, toute l'année, j'ai 5 millions. J'ai la possibilité soit de laisser ces 5 millions-là dormir, soit de les investir en bourse. Maintenant, si je les investis en bourse, que je les fais fructifier, tout va dépendre maintenant de vos compétences. Par exemple, si vous allez sur le marché action où si vous êtes compétent, vous pouvez réaliser au moins 20%. Donc, c'est-à-dire, vous avez 5 millions, vous investissez, vous avez au moins 20%, plus 20% en fin d'année. Donc, à la fin de l'année, vous n'avez plus 5 millions. Vous avez combien? Donc, pour 1 million, ça fera 200 000. Donc, pour 5 millions, ça sera 1 million. Donc, à la fin de l'année, vous vous retrouvez facilement avec 6 millions. OK? Donc, à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec 6 millions. Donc, déjà, vous voyez que, comme ça, avec un système d'intérêt composé, l'année prochaine, quand vous mettez vos 5 millions, plus les 6 millions que vous avez gagnés, vous vous retrouvez avec 11 millions. Et puis, les 11 millions, vous les réinvestissez en bourse. Du coup, vous voyez que ça va beaucoup plus vite par rapport à quelqu'un qui mettait seulement de côté ses 5 millions jusqu'à ce qu'il atteigne. Donc, la bourse peut vous apporter un certain pourcentage du montant que vous voulez utiliser pour réaliser votre projet en question. Mais tout ça, ça doit être bien ficelé dans un plan dans un plan en fait. Voilà. Donc, un plan d'épargne plus une bonne stratégie d'investissement et vous pouvez financer la bourse avec vos projets personnels. Vous pouvez financer la bourse. Vous pouvez financer vos projets personnels avec la bourse, pardon. Désolé, je commence à être fatigué un peu. Vous pouvez financer la bourse. Donc, comment s'y prendre quand on a peu d'argent? Bon, quand vous avez peu d'argent,
En vrai, quelqu'un qui a, bon, je sais pas pour vous, peu d'argent, c'est combien, mais moi, je vais prendre par exemple moins de 500 000, ok? Donc, on va prendre moins de 500 000. Donc, moins de 500 000, je sais pas, vous pouvez, bon, évidemment, si on perd, ça fait mal, mais bon, vous perdez moins de 500 000 quand même, vous n'allez pas renverser tout le monde entier pour ça. Donc, je me dis que si vous avez moins de 500 000, entraînez-vous déjà sur le marché action. C'est très important. Il faut vous entraîner sur le marché action parce que c'est le marché le plus risqué, mais c'est aussi le marché qui peut vous apporter le plus d'argent, en fait, de plus de rentabilité à la BRVM. Donc, entraînez-vous sur le marché action. Si vous avez, quand je dis entraîner, vous ne savez pas dire investissez sans y prêter garde, mais investissez sur le marché action en essayant de rentabiliser au mieux que vous pouvez. Voilà. Donc, un faible capital, marché action. Commencer avec un objectif de 20% l'année. Bon, 15, on va dire 15, 20. Comment j'ai du mal à me dire. Bon, on va dire entre 15% et 20% l'année, OK? Après, vous allez augmenter un peu au fur et à mesure que vous prenez en compétence d'investissement. Mais sinon, il est possible de faire beaucoup plus que ça. Mais je dis que quand vous commencez à entre 15% et 20% d'objectifs, ensuite vous pouvez augmenter à 30% et au fur et à mesure, voilà, augmenter vos objectifs. Est-ce qu'on pourrait avoir l'enregistrement de la conférence? Ça sera disponible, mais pas aujourd'hui en tout cas. Pourquoi encouragerez-vous quelqu'un à investir à la BRVM? Bon, je crois que je viens de donner une des raisons, parce que ça peut vous aider à financer vos projets personnels, et puis parce que c'est beaucoup plus safe que la plupart des actifs. Les gens vont bon, pourquoi? J'ai pas envie de dire les gens vont vous blaguer. Mais en général, il y a des projets qui, selon vous, sont rentables, mais de fait ne le sont pas, et même sont difficiles d'accès. Exemple, l'immobilier. L'immobilier, il faut beaucoup d'argent pour investir. Vous prenez beaucoup d'argent pour investir. Après, il faut suivre le projet, etc. Je vais dire, en termes de temps et de ressources financières, la bourse est beaucoup plus accessible que la plupart des projets que certains downloadent et pense que c'est assez impressionnant. J'ai pas dit ne pas investir dans l'immobilier, hein. C'est même très important d'investir dans l'immobilier. Je ne fais pas aussi immobilier versus bourse, hein. Je sais pas dit que investissez dans la bourse et laisser tomber l'immobilier. Non, c'est pas tout ce que c'est. Ce que j'essaie de dire, c'est que la bourse peut se présenter comme une belle alternative à ces projets-là. Si vous ne vous sentez pas, voilà, dans ces projets, il est mieux de construire l'argumentaire de cette façon. Si vous ne vous sentez pas dans ces types de projets. Maintenant, le reste, voilà, on peut parler de la rentabilité, etc. Mais bon, ça, c'est toujours ces sujets à débat. Mais moi, ce que je dis, c'est que tous les investissements sont rentables. Bon, enfin, d'abord, il faut s'assurer que l'investissement, il est fiable et que c'est pas de l'arnaque et tout ça. Bon, ça, c'est des trucs basiques, hein. On suppose que vous les savez déjà. Mais après, c'est que tant que tu es convaincu de ce que tu fais, la plupart du temps, tu peux réaliser autant que tu veux. Il faut juste aimer ce que tu es en train de faire, c'est tout. Donc, je ne vais pas vous dire que la bourse sera rentable que d'autres types de projets, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'à la bourse, vous pouvez réaliser des pourcentages intéressants et que c'est aussi accessible. Voilà, c'est très, très accessible. Et puis, c'est facile à suivre. Vous avez votre téléphone, vous regardez où en sont les actions. Pour vendre, c'est pas compliqué. Le défaut de la plupart des personnes, c'est de ne... c'est l'actualité, en fait. Parce que quand vous investissez sur les actions, faut être quelqu'un qui aime lire. Et nous, notre problème, bon, enfin, en général, c'est on n'est pas très connecté aux actualités économiques et financières, c'est tout. Si vous êtes connecté aux actualités économiques et financières, c'est très facile de réaliser des performances extraordinaires. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Vous conseillez combien comme montant pour commencer sur un mois titre pour un débutant? Un mois titre. Bon, je vais dire entre 3 à partir de 3 millions, ça peut être intéressant. Ouais, à partir de 3 millions, ça peut être intéressant. Parce que bon, ça sert à rien de prendre 1 million d'aller acheter un titre. Bon, je vais dire pour commencer, si vous voulez juste tester pour voir comment est-ce que ça fonctionne, vous pouvez déjà commencer à faire des enchères avec 1 million. Parce que vous prenez juste un seul titre pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Ouais, là, je comprends. Vous voulez juste tester pour voir quoi c'est. Ou bien vous prenez 2 millions pour aller prendre deux titres pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Ok, je comprends. Mais bon, si vous voulez faire de ce marché euh, votre marché d'investissement de prédilection, il est mieux de commencer quand même autour, bon, normalement, on va dire 10 millions, hein, pas de 10 millions, voilà. C'est un peu ça. Sinon, 3 vous pouvez tester de 1 à 3 millions, vous pouvez bien tester le marché en question.
Quels sont les avantages liés à l'achat des droits d'attribution? Bon, je vous ai dit, hein, le truc, c'est que le prix du droit d'attribution peut être inférieur au prix de l'action, alors que le droit d'attribution va vous donner l'action. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que pendant que vous avez le droit d'attribution, le prix de l'action augmente. OK? Donc, techniquement, le jour où vous allez bénéficier des nouvelles actions qui sont émises, c'est comme si votre action sera valorisée au même titre que les anciennes actions qui étaient là. Donc, techniquement, c'est comme si vous aviez l'action au départ, quoi. Voilà. Donc, posséder un droit d'attribution, ça peut être intéressant dans ce sens. Euh, Attendez, je vais voir. OK, il n'y a plus assez de questions, je vais aller rapidement. Comment prendre contact avec la SGI? Bon, les SGI, là, il y a leur liste. Il y a, il y a un annuaire sur le site de la BRVM. Donc, vous vous connectez au site de la BRVM, vous cherchez les SGI, vous allez vous trouver leur contact. À quel pourcentage les indices sectoriels permettent d'avoir des décisions d'achat et de vente? Importance, quoi. Bon, c'est très important, les indices sectoriels. Vous analysez, parce que en bourse, qu'est-ce qu'on dit? Faites une analyse générale jusqu'au spécifique. Donc, partez du général au spécifique. Si vous voulez partir du général au spécifique, il faut d'abord analyser le secteur d'activité. Donc, vous pouvez regarder comment évolue le secteur d'activité. C'est une belle manière d'avoir les données sur le secteur d'activité, en fait. Voilà. Maintenant, je ne saurais pas vous dire que ça contribue à 50% ou à 60%, mais parce que ça dépend du processus décisionnel de tout un chacun. S'agissant de la date du droit d'attribution et de la date de jouissance, est-ce à dire qu'une fois le droit acquis en tant qu'acheteur, je suis couvert du risque de fluctuation du prix de l'action une fois à la date de jouissance arrivée? Moi, je ne comprends pas trop, mais vous n'êtes pas, si vous avez un droit d'attribution, le droit d'attribution va vous donner une action. Donc, si le prix de l'action baisse, évidemment que vous subissez la baisse de l'action. Voilà. Donc, il faut juste comprendre ça comme ça. Quelle est la date de jouissance du droit d'attribution de la cible? Normalement, c'était en janvier 2025, c'est déjà passé. Je ne sais pas si c'est déjà passé ou pas. Normalement, c'est déjà passé, hein, je ne sais pas. Faut vérifier les informations, mais je pense que c'est passé parce que, en général, tout ce qui s'est passé en décembre, novembre, là, c'était en janvier 2025. On est déjà en janvier 2025, donc normalement, c'est du passé, ça. Est-il réellement possible de trader sur la BFM? Bien sûr, il est possible de trader. Maintenant, si vous voulez faire du trading intraday, ce n'est pas possible. Il faut au moins partir sur une perspective de swing trading. Comment dénicher les bonnes actions sur lesquelles on doit investir? Je vous ramène au dernier webinaire qu'on a fait sur comprendre, voilà, la BRVM. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. OK, donc voilà, juste pour vous partager une information, hein. Euh, Il y a une autre question, mais bon, moi, je présente l'information que j'ai à vous partager. On organise une séance de formation du 15 février au 15 mars 2025. C'est une formation payante à 150 000 francs. On va parler des actions, des obligations, des FCP et des produits du marché des titres publics. L'objectif, bon, c'est de vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez placer votre argent sur l'ensemble des produits disponibles du marché financier. Si vous voyez qu'on a rehaussé un peu le prix, bon, pour ceux qui ont l'habitude de voir un peu les prix auxquels on facture nos formations, c'est parce qu'en fait, au cours de ce programme-là, il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a beaucoup plus d'éléments qu'on veut apporter, en fait. Donc, ça sera vraiment une vue 360 sur les marchés financiers de lui et moi pour voir comment est-ce que je peux placer. Parce que tout à l'heure, la question sur comment est-ce que j'utilise la bourse pour financer un projet personnel, c'était une question très pertinente. Ça, cette question, par exemple, sera traitée de façon complète au cours de ce programme. Et puis, en plus de cela, on va pouvoir, pour des personnes qui ont un plan d'épargne, comment est-ce qu'on place au fur et à mesure, voilà, donc son épargne. Donc, voilà. Maintenant, chaque fois, quand on fait, vous me revenez sur les FCP, les fonds communs de placement, etc. Donc, c'est-à-dire que on va déballer tout devant vous les actions, les obligations, les FCP, puis les produits du marché financier. Et puis ensuite, en fonction de votre profil, on va voir comment est-ce qu'on va choisir chacun de ces produits-là pour être le plus optimal possible. Mais en tout cas, je vous promets que ça sera quelque chose d'assez intéressant. C'est pour ça que j'ai intitulé ce programme spécialement Gagner gros sur les marchés financiers de lui et moi. Pourquoi gagner gros? Parce que gagner gros, c'est à la fois savoir gérer son risque
et savoir saisir les opportunités. Donc, il ne faut pas y aller à l'aveuglette en essayant de saisir toutes les opportunités, mais aussi en prenant le maximum de risques. OK? Donc, c'est pas ce qu'il faut faire du tout. C'est pourquoi, quand on dit en finance, la meilleure façon de gagner gros, c'est d'avoir euh, un gain qui est optimal. Optimal, ça veut dire que j'ai minimisé mon risque et j'ai gagné le maximum que je pouvais gagner. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va déballer tous les produits financiers, voir comment est-ce que chacun de ces produits-là fonctionne. Donc, actions, obligations, fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, c'est quoi? C'est des produits qui sont mis en place en général par les banques hein, pour vous permettre d'investir sur plusieurs actifs juste en achetant un seul produit. Voilà. Donc, on va voir comment est-ce que ces produits-là fonctionnent et puis comment est-ce que vous pouvez investir dedans. Et puis, souvent aussi, la question qui revient, c'est la question des proportions d'investissement. Donc, quel pourcentage de mon capital est-ce que je mets dans quoi et puis comment est-ce que je fais? Donc, pour être très, très pratique, comment est-ce qu'on va procéder? Nous allons partir des stratégies, de la construction d'une stratégie d'investissement. Donc, d'abord, vos objectifs financiers. On définit l'objectif financier, ce qu'on veut atteindre. Je veux construire ma maison, je veux acheter ma voiture, ou bien je veux juste faire fructifier mon argent. Moi, j'ai déjà la plupart de ce que je veux. J'ai du cash, je veux garder, je veux savoir garder mon argent, je veux savoir rentabiliser mon argent. Anyway, prendre un objectif et puis comment s'aider des marchés financiers pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, puisque on a un objectif, il faut une stratégie. Donc, quelle est la stratégie à suivre au niveau des actions, des obligations, au niveau des fonds communs de placement, au niveau des produits financiers, du marché, des titres publics. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire. Et puis, à la fin, bien évidemment, que pour tous ceux qui ont déjà passé à l'un de mes programmes de coaching, je le savent, quand on finit le programme, vous n'êtes pas livré à vous-même, je reste disponible. Tout le temps que vous voulez me poser des questions, je suis là. Vous pouvez venir me le demander, vous me posez la question, je réponds. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, personnel, tout ce que je dis que je ne fais pas, c'est du conseil en investissement pour vous dire, voici acheter l'action A parce que je pense que l'action A va augmenter ça, je ne fais jamais ça, ok? Parce que je n'ai pas le droit de le faire selon la loi. Mais je donne mon avis sur certaines valeurs. Et d'ailleurs, pour cette année 2025, ce que je prévois faire lorsque la saison assez intéressante de la vie va commencer, c'est de chaque fois partager mon analyse et de dire les actions que je vais acheter sur, aux personnes, donc de partager sur des plateformes avec des personnes qui sont dans nos différents programmes de coaching. Donc, ce sera mes analyses personnelles, hein. Mais comme moi-même, mon argent est engagé, voilà, si vous perdez, ça veut dire que j'ai perdu aussi. Donc, il ne faudra pas s'offusquer après, quoi. Mais anyway, en tout cas, c'est ça le projet. Et puis voilà, donc si vous avez la possibilité de participer à ce programme-là, n'hésitez surtout pas. La seule chose que vous avez à faire, c'est juste regarder ici, là, il y a un numéro, écrivez-nous. Ou bien pour ceux qui sont sur la même plateforme que nous, vous pouvez juste m'envoyer un message en privé pour dire que vous voulez participer. J'ai aussi partagé les modalités d'inscription et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Un mois de coaching du 15 février au 15 mars, on sera sur ce programme-là. Peu importe votre niveau de compétence. Si vous êtes un parfait débutant, il n'y a pas de souci. En général, mais c'est ce qu'on fait en fait. Dans tous nos programmes, on a des personnes qui n'ont pas nécessairement un background financier. Et puis, on commence au tout début. Au départ, quand on commence, ça allait être compliqué avec des thèmes un peu techniques, tout ça. Mais au fur et à mesure, on commence à bien s'habituer aux personnes qui n'ont pas nécessairement les thèmes techniques. Et puis, on les amène et puis voilà. Après, c'est eux-mêmes qui, en me posant des questions, utilisent des thèmes techniques et puis voilà, c'est intéressant comme ça, quoi, je vais dire. Donc, faut surtout pas hésiter. C'est une nouvelle année qui vient de commencer. Si vous avez la possibilité de démarrer avec des compétences en investissement, ça sera très intéressant pour la suite, je trouve. Donc, pour pas faire trop de publicité, on va s'arrêter là. Et puis, pour pas aussi prendre votre temps encore plus, je n'ai que à vous dire merci. Il est déjà... Bon, moi, je suis pas en Côte d'Ivoire. Il est 23 heures chez moi ici. Donc, vous voyez que c'est un sacrifice que j'ai fait. 23 heures chez moi, 21h10 chez vous. Voilà. Donc, ça fait un peu plus de 1h30 maintenant. Ce que j'avais prévu, c'était juste 1 heure. Mais bon, anyway, c'est de bonne guerre. Et puis voilà. Donc, on reste ensemble. Et puis, on se dit à bientôt. En tout cas, j'espère vraiment vous voir pour la plupart pour ce programme-là.
Ce que je vais faire, je vais laisser un numéro dans le chat pour ceux qui veulent participer. Euh, je laisse un lien WhatsApp dans le chat. Pour ceux qui veulent participer, vous pouvez juste avoir ça. Ou bien même après, voilà. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est après, à la chute du webinaire, je vais vous envoyer un message WhatsApp et puis un mail. Voilà. Il y a ça aussi que je vais faire. Ouais, je pense que ce sera mieux. Mais anyway, je laisse quand même le lien WhatsApp là dans le chat quand même aussi. HTTPS slash slash 225 05 00 94 75 79. OK. Donc, cliquez juste dessus, vous m'envoyez un message, vous dites que c'est par rapport au programme, pour le programme du 15 février. Et puis, je vais répondre. Sauf que ça, c'est pas un numéro d'appel. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir participé. J'espère qu'on pourra se revoir au cours de ce programme-là. Mais en prélude de ce programme, on a quand même quelques séances de préparation, hein. Comme ça, les personnes qui vont participer, quand ils vont arriver dans le programme, ne seront pas trop dépaysées qu'on va commencer à parler des marchés financiers. Mais vraiment, merci d'avoir participé et puis à la prochaine, quoi. Je crois que le dimanche sur prochain, on aura encore un webinaire. J'ai pas encore vu le sujet le plus pertinent, mais je pense que ça sera un sujet aussi intéressant qui va vous être utile. À bientôt!